Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rastier pour le 6ème épisode des Alexis Rastier et le Mésozoïque. Et aujourd'hui, comme vous êtes habitués à voir autre chose que du dinosaure sur cette chaîne, nous allons parler des archosauromorphes triasiques non ornithodiriens. Peut-être que vous n'avez rien compris à cette phrase, auquel cas vous allez comprendre par la suite. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, et bon visionnage. À la fin du Permien, les grands thérapsides et les stégocéphales côtoyaient des sauropsides déjà assez diversifiés. Parmi les plus célèbres, on citera le Proterosuchus ou encore les avicéphales Longiscama et Coelurosaurus. Tous appartiennent à un clade très célèbre qui prendra son essor dès la période suivante, le Trias. Ce sont les archosauromorphes. Que l'on soit bien clair, les archosauromorphes ne sont pas encore définis par des caractères dérivés propres ou des synapomorphies, en tout cas à l'heure actuelle. Cependant, nous avons des caractères diagnosiques pouvant permettre la définition d'une dianose, c'est-à-dire tout simplement la fiche d'identité du groupe en question. Parmi ces caractères, on retrouve un cou relativement allongé, ainsi que des côtes cervicales chevauchantes rhomboïdales. Mais chez les archosauriformes, on retrouve aussi un clade très particulier d'archosauromorphes crurotarsiens. Il s'agit des phytosaures, qui remplaceront tout simplement la plupart des grandes ténospondyles du Permien dans les lacs et rivières. Alors bien évidemment, on va éviter de parler des archosaures dans cette vidéo, parce qu'ils constituent tout simplement les 3/5 de la série Alexis Rastier et le Mésozoïque saison 1, le Trias, avec les 3 derniers épisodes dédiés aux ptérosaures triasiques, aux dinosauromorphes et bien évidemment aux rhoïsuchiens. Et maintenant, nous pouvons découvrir les archosauromorphes. Pour commencer, voyons quelques taxons ayant vécu au cours de la transition permo-triasique chez les archosauromorphes. Au Changxingian, à la fin du Permien, les archosauromorphes se diversifient dans un environnement au climat changeant. En effet, au Permien supérieur, avec l'intense activité volcanique qui caractérise le Guadeloupien ou Permien moyen, et l'éruption dramatique des Traps des Meishan en Chine, cela a engendré des profonds bouleversements climatiques à l'échelle globale, causant possiblement une période d'extinction de masse précédant l'Holocauste du Permien survenu il y a 251 millions d'années. C'est ainsi qu'après le Capitanien, les grands dinocéphales et la plupart des eupélicosaures s'éteignent. Des thérapsides mammaliomorphes comme les gorgonopsiens, les thérocéphales, les cynodontes ou encore les thérapsides anomodontes connaissent une véritable radiation évolutive. En cette fin paléozoïque, les premiers archosauromorphes font eux aussi leur apparition et connaissent rapidement un certain succès. Ainsi apparaissent les premiers avicéphales comme le Longiscama ou le Coelurosaurus, ou encore les fameux protorosaures. Ainsi, les archosauromorphes ont déjà conquis de nombreuses niches écologiques dès le Permien supérieur. Nous allons donc les découvrir. Parmi les premiers représentants des archosauromorphes, on citera les Proterosuchidae, des organismes à la morphologie évoquant celle d'un crocodilien moderne, caractérisés par de longues mâchoires étroites, dont un prémaxillaire pointant vers la mandibule. D'ailleurs, c'est bien possible que cette forme très particulière des mâchoires des Proterosuchidae, alliée à des dents coniques, soit parfaitement adaptée à la capture de poissons. De plus, ils sont dépourvus d'ostéoderme, contrairement à nos crocos modernes.
Les Proterosuchidae, dont le genre type Proterosuchus, font partie des rares groupes de vertébrés à avoir passé sans encombre la crise d'extinction de masse du Permien-Trias. Le genre Proterosuchus, dont l'espèce type est Proterosuchus fergusi, est connu de nombreux spécimens fossiles, dont de très beaux crânes. Le Proterosuchus est un archosauromorphe triasique, pouvant atteindre les 2 à 3 mètres de long et de régime alimentaire très certainement carnivore et piscivore. Ce dernier vivait très certainement dans les divers milieux côtiers et lacustres, et chassait très certainement divers poissons et autres vertébrés terrestres venant se désaltérer, comme par exemple les dicynodontes. Il est donc l'un des premiers grands prédateurs des écosystèmes triasiques. Ses mâchoires ont, comme je vous l'ai déjà dit, une forme très particulière, avec un prémaxillaire déformé et des dents coniques, lui permettant peut-être de mieux retenir ses proies. Les membres postérieurs et antérieurs sont courts, mais ils permettaient tout de même une certaine locomotion terrestre, avec une posture semi-dressée. Il est très certainement probable que Proterosuchus pouvait chasser sur la terre ferme. Et malgré le fait que leur morphologie évoque quelque peu nos crocodiliens, eh bien, en fait, ils n'en sont que peu apparentés. En effet, les protérosuchiens sont tout d'abord dépourvus d'ostéoderme, donc ce ne sont pas des crurotarsiens. Il s'agit donc ici d'un très beau cas de convergence évolutive. Et ne vous inquiétez pas, vous en verrez plusieurs au cours de cette vidéo. Enfin, il est important de signaler que les genres Elafrosuchus et Chasmatosaurus ne sont tout simplement plus des genres valides. Ils sont considérés comme synonymes du genre Proterosuchus, qui est principalement connu dans les gisements triasiques chinois et sud-africains. Les protorosaures sont possiblement considérés aujourd'hui comme un groupe polyphylétique, c'est-à-dire que ce groupe ne prend pas en compte le premier ancêtre commun le plus proche parmi les différents taxons de ce même groupe. On va donc aujourd'hui distinguer le genre Protorosaurus, les Tanistropheridés et les avicéphales, que nous verrons plus tard. Les protorosaures, qui se caractérisent principalement par un long cou aux vertèbres cervicales très allongées, eh bien ont vécu principalement au cours des périodes permiennes et triasiques. Ces archosauromorphes ont pour genre type Protorosaurus et ont vécu il y a environ 258 millions d'années au cours du Wuxiapingien. Voyons tout d'abord ce fameux genre type, l'un des tout premiers archosauromorphes. Le genre Protorosaurus, ou Proterosaurus, dont l'espèce type est Proterosaurus penneri, est connu de plusieurs squelettes fossiles à la qualité de conservation remarquable. Bien que souvent incomplets, ces spécimens fossiles ont été découverts en grand nombre dans la formation de Weira en Allemagne, indiquant que ces animaux étaient plutôt communs dans cette partie du nord de la Pangée qui correspond aujourd'hui à l'Europe centrale. Le Proterosaurus penneri pouvait, semble-t-il, atteindre des tailles vraiment raisonnables, de l'ordre des 2 mètres de long, faisant de cette espèce l'une des premières à dépasser le mètre chez les archosauromorphes. Cet animal, comme ses proches cousins, les Tanistropheridés, était pourvu d'un cou relativement long, avec des vertèbres cervicales très allongées, ainsi qu'une très longue queue. De plus, tout comme la plupart des archosauromorphes basaux, le Protorosaurus et ses cousins étaient dépourvus de fosses antéorbitaires. Enfin, l'animal devait très certainement avoir un régime alimentaire herbivore, car on a découvert à proximité de ce genre des coprolites qui ont été attribués d'ailleurs à Protorosaurus et qui ont laissé paraître des restes de plantes indéterminés. Son cou devait être donc d'une grande aide pour se nourrir en milieu forestier qui commence enfin à être étudié. Au Permien supérieur, il existe majoritairement une végétation de type tropical, composée principalement d'acrogymnospermes, comme les cicadophytes, les gingophytes et les pinophytes. Dans ces nouvelles forêts de cicadophytes et de conifères, remplaçant progressivement les anciennes forêts de lycopodes isouétopsides, on retrouvait de petits archosauromorphes à la morphologie très particulière et surtout hyper spécialisés au mode de vie arboricole. Ces organismes fossiles sont les avicéphales. Les avicéphales sont de petits archosauromorphes ayant vécu au cours des périodes permiennes et triasiques. Ce groupe est aujourd'hui bien souvent remis en question par la communauté scientifique, car tout simplement, la plupart des genres de ce même groupe pourraient tout aussi bien appartenir à d'autres clades. Donc restons prudents quant à la validité du clade Avicéphalia. Maintenant, il faut savoir que les avicéphales sont essentiellement représentés par des taxons qui sont hyper spécialisés en milieu arboricole.
Ce mode de vie assez particulier était peut-être alors une première chez les archosauromorphes. Les avicéphales sont principalement représentés par les genres Coelurosaurus et Longiscama, tout simplement parce qu'ils sont extrêmement célèbres de par leur caractère extravagant faisant penser à la naissance du vol plané. Mais il existe aussi les avicéphales triasiques au mode de vie arboricole, qui sont principalement représentés par les symiosaures, et en particulier les Trypanosauridés, qui, de par leur caractère extravagant, n'ont rien à envier à leur homologue permien. A l'origine, le clade Avicephalia était composé de genres partageant des traits morphologiques avec nos oiseaux, comme par exemple un crâne triangulaire avec même parfois une forme de bec à l'extrémité des mâchoires de l'animal, ce qui justifie le nom avicéphale, ou littéralement à tête d'oiseau. Du fait de toutes ces ressemblances, au cours du siècle dernier, l'on avait proposé que les oiseaux avaient dérivé des avicéphales. Or, on le sait bien évidemment aujourd'hui que les oiseaux sont en fait des dinosaures théropodes, rien à voir avec les avicéphales. Donc ici, nous sommes encore en présence d'un formidable cas de convergence évolutive. Commençons donc tout d'abord par découvrir les deux représentants fossiles principaux ayant vécu au cours du Permien, Coelurosaurus et Longiscama. Le Coelurosaurus est de loin le taxon le plus célèbre du groupe. L'espèce type du genre est Coelurosaurus elivensis. Ce genre est connu de plusieurs spécimens fossiles, dont des squelettes complets, ce qui nous permet de bien reconstituer l'anatomie réelle de l'animal. Ces différents fossiles ont d'ailleurs été découverts en Angleterre, en Allemagne et à Madagascar. Le Coelurosaurus est un petit archosauromorphe avicéphale d'environ 40 cm de long qui vivait dans les forêts de lycopodes réparties dans le sud de la Pangée et les forêts de conifères et de cicadophytes recouvrant au Permien supérieur ce qui deviendra l'Europe. Le Coelurosaurus était un animal caractérisé par son crâne à la forme triangulaire et ses fameuses baguettes osseuses d'origine dermique bordant les flancs de l'animal. Ces dernières représentaient un caractère tout à fait original, car contrairement aux dracovolants, ces baguettes osseuses n'étaient pas soutenues par des côtes hyper allongées. En fait, on avait tout simplement une paire d'ailes constituée d'une fine membrane de peau soutenue par ces différentes baguettes osseuses. Le Coelurosaurus était très certainement, comme tous les avicéphales, insectivore, ce qui justifierait tout simplement le mode de vie arboricole et aérien. Les avicéphales sont très certainement les premiers amniotes à avoir développé le vol, certes plané, mais tout de même, il s'agit de la première forme de vol chez les amniotes. Un autre avicéphale qui était et qui est encore le sujet de nombreux débats est le genre Longiscama, dont l'espèce type est le Longiscama insignis. C'était un petit avicéphale à la taille encore indéterminée du fait de restes fossiles trop incomplets. L'on peut tout de même distinguer sur cette plaque un magnifique squelette fossile relativement bien conservé avec de longs appendices semblant rattachés aux épines neurales des vertèbres dorsales. Ce caractère très particulier chez Longiscama a été la cause d'un débat houleux en paléontologie sur l'origine des oiseaux, débat que nous avons déjà évoqué tout à l'heure. Ces appendices assez étranges semblent, selon certains paléontologues, être des formes d'écailles hyper allongées, qui auraient pu permettre une forme de vol plané comme chez le Coelurosaurus. Ou alors peut-être que ces écailles hyper allongées servaient en fait à intimider ou à parader. Ou alors il est aussi possible que ces longues écailles ne soient en réalité que de simples feuilles de cicadophytes qui seraient tombées au sol et qui auraient été confondues avec le reste de l'animal lors de la fossilisation. Il s'agit ici de l'un des plus grands mystères en paléontologie des archosauromorphes. Le Longiscama vivait dans les vastes forêts subtropicales de Cordaïte qui recouvraient le nord-est de la Pangée dans ce qui deviendra le Kirghizistan. L'animal devait peut-être planer d'arbre en arbre chassant les petits insectes passant à sa portée. Comme nous l'avons dit précédemment, les archosauromorphes ont globalement bien passé la crise permo-triasique.
Parmi les rescapés, on retrouve les avicéphales, les protérosuchiens et les protorosaures, que nous avons tous déjà vus. L'Holocauste du Permien a décimé la majeure partie des espèces ayant vécu sur notre planète, soit 90% des espèces marines et 75% des espèces terrestres. Cette hécatombe, si triste soit-elle, a permis cependant une formidable explosion radiative des clades survivants. Ainsi, les archosauromorphes ont très rapidement colonisé les niches écologiques laissées vacantes, et ils ont prospéré dans la plupart des milieux terrestres triasiques aux côtés des cynodontes et des dicynodontes canéméiaridés. Parmi cette nouvelle faune, certains archosauromorphes vont arborer des caractères étranges, démontrant une certaine hyperspécialisation à un milieu et à un mode de vie donné. Voyons donc les archosauromorphes triasiques. Et revenons tout d'abord sur les avicéphales qui ne cessent de nous surprendre. Ces avicéphales triasiques sont surnommés les symiosaures et sont représentés par la famille des Drepanosauridae. Ces petits animaux se caractérisaient par des synapomorphies encore une fois assez étonnantes et démontrant encore une fois une hyperadaptation à un mode de vie arboricole. Ces derniers sont pourvus, comme tous les avicéphales, d'un crâne triangulaire avec un bec mais aussi de pouces opposables permettant à ces organismes de s'agripper plus aisément aux branches. D'une longue queue pouvant se terminer par une forme de griffe ainsi que des arcs neuraux fusionnés au niveau des premières vertèbres dorsales permettant l'insertion de muscles du cou plus développés. Les Drepanosauridae, ayant pour genre type l'évident Drepanosaurus, ont tous vécu au cours du Trias supérieur, plus précisément au Norien il y a environ 210 millions d'années, et ils ont été découverts en Italie et en Amérique du Nord. Ces avicéphales pouvaient atteindre jusqu'à 50 cm de longueur pour les plus grandes espèces, et ils étaient tous arboricoles. Enfin, comme la plupart des archosauromorphes non ornithodiriens, les symiosaures s'éteignirent il y a environ 200 millions d'années au cours de la crise d'extinction de masse du Trias jurassique. Voyons donc deux des principaux genres de cette famille. Le genre type Drepanosaurus, dont l'espèce type est Drepanosaurus unguicudatus, a été découvert dans les roches triasiques datées du Norien, soit environ 210 millions d'années avant notre ère, en Italie. Les restes fossiles attribués à ce genre se traduisent par des squelettes fossiles d'une étonnante qualité de conservation, et en plus, ils sont complets. Et grâce à ces derniers, on peut découvrir des caractéristiques anatomiques inédites chez les archosauromorphes. Une longue queue se terminant par une forme de griffe, un crâne triangulaire dont les mâchoires dentées se terminent par un bec, et enfin une hypertrophie des arcs neuraux ainsi que d'une des griffes de la main de l'animal. Tant de caractères inédits chez cet animal qui montrent encore une fois une belle adaptation au mode de vie arboricole. De plus, Drepanosaurus, l'un des plus grands symiosaures, car pouvant atteindre les 50 cm de long, était très certainement insectivore. Sa griffe en forme de serpe avait très certainement comme fonction, si fonction il y a bien évidemment, de déloger des larves de coléoptères sous l'écorce des arbres. Et d'ailleurs, cette griffe hypertrophiée se retrouve encore chez d'autres métazoaires arboricoles, qui vivent encore dans nos écosystèmes modernes. L'exemple parfait est celui du fourmilier nain, ou Cyclopes didactylus. Le genre Hypuronector, dont l'espèce type est Hypuronector limnaeos, vécut dans les forêts de cycadophytes triasiques d'il y a 222 millions d'années. Il a été découvert dans les roches sédimentaires triasiques du New Jersey aux États-Unis et se traduit encore une fois par un squelette presque complet. En effet, il ne manque à ce jour qu'une partie du crâne et des vertèbres cervicales. Et encore une fois, ce fossile étonnant montre l'extraordinaire diversité morphologique des avicéphales. En témoignent ces très nombreuses vertèbres caudales constituant une très longue queue, plus longue que le reste de son corps, ainsi que les apophyses ventrales hyper développées, donnant à la queue une forme très particulière. On suppose à l'heure actuelle que cette étonnante caractéristique devait permettre à Hypuronector de tout simplement se camoufler dans son environnement. En effet, Hypuronector, du haut de ses 12 cm de long, devait relativement passer inaperçu au milieu des autres archosauromorphes et autres animaux qui vivaient dans son milieu. Et donc sa longue queue en forme de feuille de cycadophyte devait être un excellent moyen pour se camoufler dans un environnement où les prédateurs devaient abonder. Nous l'avons vu, les archosauromorphes ont conquis dès le Trias inférieur la plupart des niches écologiques laissées vacantes.
Les avicéphales ont été un bon exemple de cette radiation adaptative, avec la conquête du monde arboricole et la naissance de nouvelles caractéristiques inédites. Sur la terre ferme en revanche, le Trias inférieur débute avec des organismes à la taille assez réduite par rapport aux animaux de la faune permienne. Dans ce contexte d'après-crise, font leur apparition dans leur registre fossile les azendosauridés. Ces archosauromorphes triasiques, dépassant les 4 mètres de long, vivaient alors il y a 240 millions d'années au cours de l'Annicien, étage où l'on retrouvait par exemple les premiers dinosauromorphes comme le Nyasasaura et le Silesaurus. Et ces animaux à l'allure plus qu'étrange vont vous captiver dans les quelques minutes qui vont suivre. Les azendosauridés sont, au regard du reste de la faune, de véritables géants. Leur morphologie très particulière invite à penser que ce sont de grands herbivores, se nourrissant de feuilles de prêle, de fougères ou encore de cicadophytes. Leur dentition appuie aussi ce régime alimentaire, cette dernière est dite homodonte et elle est spécialisée. Les azendosauridés se caractérisent aussi par des membres antérieurs bien plus courts que les membres postérieurs. Et ces derniers sont positionnés plus latéralement par rapport au corps, ce qui indique une posture semi-dressée. Les azendosauridés arborent aussi un cou relativement long, comme la plupart des archosauromorphes basaux. Enfin, il est à noter que le crâne est relativement petit et court par rapport au reste du corps, ce qui n'est absolument pas courant dans le registre animal. Et certaines espèces comme le Shringasaurus indicus sont pourvues d'une paire de cornes coniques supraorbitales, ce qui n'est absolument pas courant chez les premiers archosauromorphes. Les azendosauridés sont connus la plupart du temps par des spécimens type fragmentaires, comme c'est le cas pour l'Azendosaurus, le genre type. Ce qui n'est pas le cas pour le Shringasaurus, dont les restes fossiles se traduisent par plusieurs squelettes complets et très bien conservés. Les azendosauridés ont vécu au cours du Trias moyen, il y a entre 245 et 225 millions d'années au sud de la Pangée. Leur extinction est peut-être due à la disparition de certaines plantes dont ils se nourrissaient, ou alors avec la concurrence de nouveaux dicynodontes canéméiarides géants, ou alors avec les nouveaux dinosauromorphes prosauropodes. Mais on n'en a encore aucune idée. Le genre Shringasaurus, dont l'espèce type et seule espèce du genre est le Shringasaurus indicus, constitue selon moi un merveilleux représentant des azendosauridés. Décrit très récemment, c'est-à-dire en 2017, oui c'est donc très récent, le taxon est représenté par pas moins de 7 spécimens fossiles distincts, tous découverts dans les calcaires rouges de la formation de Denwa en Inde, et se traduisant la plupart du temps par des squelettes quasi complets, ce qui est exceptionnel. Shringasaurus pouvait atteindre une taille estimée à 4 mètres de long et se caractérisait premièrement par des membres antérieurs moins développés que les membres postérieurs. Un long cou, un corps massif et bien sûr une denture spécialisée, un crâne court et relativement petit, ainsi qu'une paire de cornes ornant le haut du crâne. Cette paire de cornes est d'ailleurs considérée aujourd'hui pour le moins comme énigmatique. On suppose que ces excroissances osseuses devaient jouer un rôle non négligeable dans les parades amoureuses, ou alors comme formidable exemple de dimorphisme sexuel. Le Shringasaurus vécut voici 247 millions d'années au cours de l'Annicien, dans ce qui sera l'Inde, au sud du Gondwana. Les études paléobotaniques réalisées ultérieurement ont d'ailleurs démontré que l'environnement de Shringasaurus était principalement constitué de vastes forêts tropicales à la végétation luxuriante, constituées majoritairement par des cicadophytes et des bénétitales. Ce type de milieu devait être parfait pour de grands herbivores tels le Shringasaurus. Si je vous dis quels sont les plus grands prédateurs ayant prospéré dans les écosystèmes terrestres du Trias, vous allez très certainement me dire « ce sont les dinosaures » ou alors, si vous avez vu mon dernier ARLM, « ce sont les Roïsuchiens ». Eh bien non, pas tout à fait en fait. Il en existe encore un autre qui peut fortement les concurrencer. Il s'agit des phytosaures. En résumé, ces derniers sont des archosauriformes, comme les Roïsuchiens, mais aussi comme nos crocodiliens modernes. En effet, ils sont pourvus de la fosse antéorbitaire, une des principales synapomorphies du clade, mais aussi de la fenêtre mandibulaire. Et s'il y a une chose que vous avez remarqué chez ces animaux, c'est je pense l'impressionnante denture des phytosaures, qui est souvent d'ailleurs hétérodonte, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs types de dents aux fonctions distinctes. Enfin, on remarque que tous les squelettes fossiles de phytosaures sont pourvus d'ostéodermes, ce qui veut dire qu'ils appartiennent au groupe des crurotarsiens.
Ce caractère est aussi visible chez de nombreux archosaures, tels les rhoïsuchiens, les aetosaures ou tout simplement nos crocodiliens modernes. Ainsi, selon l'étude phylogénétique réalisée par Esclusa en 2016, les phytosaures seraient tout simplement des archosaures crurotarsiens, donc des proches parents des crocodiliformes, car nombreux sont les caractères que les phytosaures partagent avec ces derniers. Cependant, les phytosaures ne sont aucunement des crocodiliformes. Ça c'est important. Je sais, c'est assez facile de les confondre, car en plus d'être très proches phylogénétiquement, ils le sont aussi morphologiquement. Il s'agit ici d'un très beau cas d'évolution convergente. C'est encore le cas. En effet, tout comme nos crocodiliens modernes, ces archosaures étaient pourvus de membres courts, positionnés latéralement par rapport au corps, ainsi qu'une denture, parfois hétérodonte, parfois homodonte, de longues mâchoires formant un rostre, et bien sûr des ostéodermes protégeant le corps de l'animal. Tout cela semble traduire un mode de vie sensiblement proche de nos crocodiliens modernes, c'est-à-dire un mode de vie semi-aquatique ou amphibie. Dans les lacs, marais et rivières, les phytosaures devaient être de véritables super prédateurs, que ce soit pour la faune ictienne, ou même alors pour les vertébrés terrestres qui venaient s'abreuver. Comme nos crocodiliens, les phytosaures devaient être des prédateurs embusqués. Les fosses nasales sont d'ailleurs positionnées juste devant les orbites, formant une excroissance osseuse du nasal caractéristique des phytosaures et qui les distingue d'ailleurs des crocodiliens. Cependant, et net avantage pour les phytosaures, il semble que la position des narines situées juste devant les orbites ait pu tout simplement permettre aux phytosaures d'être encore moins visibles à la surface que nos crocodiliens. Les phytosaures ont vécu tout au long de la période triasique, du ladinien au rétien, et leur extinction coïncide parfaitement avec la crise d'extinction de masse du Trias jurassique. Encore. Une fois de plus, et comme de nombreux archosauromorphes, les phytosaures semblent être victimes des nombreux bouleversements environnementaux qui sont survenus il y a environ 200 millions d'années au cours de la crise d'extinction de masse du Trias jurassique. Le plus célèbre des phytosaures est bien entendu le Rutiodon, et la raison de cette célébrité parmi les phytosaures et même parmi les archosaures triasiques tient surtout en ses grandes mensurations et sa provenance. En effet, l'holotype a été découvert dans les formations triasiques nord-américaines d'Arizona. Le genre Rutiodon, dont l'espèce type est Rutiodon manhattanensis, est connu de plusieurs spécimens fossiles complets, dont de magnifiques crânes. D'ailleurs, les restes fossiles dévoilent la présence de gastralia, des côtes abdominales permettant d'augmenter la protection des organes internes. Le Rutiodon mesurait dans les 6 à 8 mètres de long et il fait partie des phytosaures dolichorostraux, c'est-à-dire qu'il était pourvu d'un long rostre, long et surtout très fin, pourvu de dents coniques et homodontes, traduisant sûrement un régime alimentaire piscivore. L'animal vivait dans les milieux lacustres du nord-ouest de la Pangée il y a 225 millions d'années au Carnien, et du fait de sa grande taille, il devait être considéré comme l'un des plus grands prédateurs de son milieu. Cependant, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, au vu de sa denture et de son long rostre, Rutiodon devait très certainement être piscivore, et donc il ne devait pas avoir le même comportement que ce que l'on voit dans les documentaires. Le genre Smilotsuchus, dont l'espèce type est le Smilotsuchus gregorii, semble être un phytosaure qui, plutôt que s'attaquer aux poissons, préfère s'attaquer aux grands vertébrés terrestres. Le genre se caractérise principalement par une crête osseuse située au-dessus du ronflement nasal. Ce caractère à lui seul a permis la distinction des genres Leptosuchus et Smilotsuchus, donc il est très important de le prendre en compte quand on parle de ce phytosaure. Smilotsuchus était un phytosaure contemporain de Rutiodon. Il vivait lui aussi dans les milieux lacustres nord-américains du Trias supérieur, voici 225 millions d'années. De plus, il avoisinait les 8 mètres de long, ce qui fait de lui l'un des plus grands phytosaures ayant vécu sur notre planète. L'animal est aussi connu de nombreux squelettes fossiles, eux aussi plutôt complets et bien conservés. Ainsi, le Smilotsuchus n'était pas un phytosaure dolichorostro, contrairement au Rutiodon. Lui, il appartenait au phytosaure brachyrostro, c'est-à-dire qu'il était pourvu d'un rostre court et massif ainsi que d'une denture hétérodonte. Cela correspond davantage à un grand prédateur chassant des vertébrés terrestres comme nos crocodiles marins actuels. Et de quoi se nourrissait-il, me diriez-vous? Eh bien, il est très probable que Smilotsuchus se nourrissait de dicynodontes canémieridés, comme le célèbre Placerias,
ou encore d'Aetosaures comme le Desmatosuchus, voire même de prosauropodes comme le Plateosaurus venant se désaltérer au point d'eau où il vivait. Tous les archosauromorphes que j'ai développés dans cette vidéo sont dits non-ornithodiriens. Et dans le registre fossile, ces animaux ont occupé les 50 millions d'années que dure le Trias. Avant de tous disparaître, voici 200 millions d'années. La crise d'extinction de masse du Trias jurassique aura raison de la quasi-totalité des archosauromorphes. Seuls survivront les archosauromorphes ornithodiriens et les crocodiliformes. Les archosauromorphes ont tout simplement comblé le vide laissé par la crise d'extinction de masse du Permien-Trias dans les écosystèmes terrestres et lacustres. Et ils ont été prospères tout au long du Trias. En témoigne la véritable diversité de formes et de tailles que l'on retrouve chez ces derniers. Et voilà, c'est la fin de ce 6e épisode des Alexirastier et le Mésozoïque dédié aux archosauromorphes non-ornithodiriens. Et j'espère qu'il vous aura plu. Il était selon moi nécessaire de vous parler de ces différents taxons qui finalement ne sont que trop peu connus et qui mériteraient une médiatisation bien plus importante. Il est évident que je ne vous ai pas parlé de tous les archosauromorphes, c'est absolument impossible dans une simple vidéo. Il n'y a qu'à voir la liste incroyable de genres qui ont vécu ne serait-ce qu'au Trias. Alors je vous invite à continuer les recherches et à découvrir le monde des archosauromorphes dans leur totalité. Et sur ce, on se retrouve pour les prochaines paléocritiques et, évidemment, le 7e épisode des ARLM. Allez, salut à tous et à bientôt.